CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur le 90.5 de la bande FM. Lundi 13 novembre, on se retrouve et vous avez reconnu le générique de CRIF Mag. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir Tristan Mendès France. On se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag en ce lundi 13 novembre. Tristan Mendès France, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences associé à l'université Paris Diderot. Vous êtes spécialiste des cultures numériques et de l'extrémisme en ligne et vous collaborez à l'Observatoire du conspirationnisme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, concrètement, en quoi consiste votre travail ? En gros, c'est d'essayer d'analyser et d'observer les phénomènes de radicalité en ligne et particulièrement du complotisme. Donc on ne fait pas du démontage de l'information, on ne fait pas de la vérification, quoiqu'on peut le faire de façon assez marginale, mais l'essentiel, c'est véritablement d'observer ces phénomènes en ligne, la façon dont ils se diffusent et la toxicité qui leur sont associées. Alors donnez-nous une définition du complotisme et des fake news, si vous aviez à en donner une. Oui, alors le complotisme, c'est en fait imaginer un complot là où il n'y en a pas. C'est essayer de lire un phénomène de l'actualité en y fantasmant un complot d'élite mystérieuse, secrète derrière, sans en avoir aucun élément et souvent motivé par des biais qu'on a, par exemple, envers certaines communautés et particulièrement la communauté juive. Alors avec le conflit au Proche-Orient, vous avez déclaré, je vous cite, « Nous sommes dans un brouillard informationnel », c'est-à-dire ? On a sur ce moment absolument dramatique de nombreux acteurs internationaux qui vont pousser différents récits, notamment des récits complotistes. On peut avoir des personnes qui ont des agendas politiques, voire des agendas géopolitiques, des acteurs étrangers, qui vont essayer de pousser ce qu'on appelle des narratifs complotistes, et ces différents récits vont créer une confusion, notamment auprès de ceux qui sont exposés, une confusion sur la réalité de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Alors justement, Tristan, j'allais vous appeler Pierre Mendès France comme votre grand-père, vous imaginez. Le lapsus est révélateur, mais on a dû vous le faire souvent à mon avis. Alors justement, Tristan Mendès France, quand on parle de complotisme, ça veut dire qu'en réalité on modifie la réalité des faits. Comment faire ? Parce qu'on a vraiment l'impression que les faits qui ont quand même besoin d'un certain temps pour être analysés, pour être validés, comment réagissez-vous ? Parce que nous, ce qu'on se voit et moi, ce que je peux voir, c'est que finalement, les faits se transforment en une opinion. On est pour, on est contre, c'est vrai, c'est faux, alors que ce sont des faits. Oui, c'est très compliqué parce que on est vraiment sur un tsunami d'images d'ailleurs et d'informations en ligne qui ne sont pas toutes balisées par les médias, qui ne sont pas travaillées par des journalistes sérieux. Et le temps, si vous voulez, de l'établissement des faits n'est pas celui de l'émotion. Et donc on est vraiment envahi de contenus qui peuvent sembler crédibles, mais qui s'avèrent parfois être faux, et donc on a beaucoup de mal à s'orienter là-dedans. Je pense que la première chose à faire, c'est de prendre le temps, notamment lorsqu'on s'informe sur les réseaux sociaux, de prendre le temps et de ne pas relayer tout de suite lorsqu'on est soi-même, par exemple, choqué, outré par quelque chose. Il faut attendre que cette information soit contextualisée, qu'on soit certain qu'une image ou une vidéo, aussi atroce soit-elle, soit effectivement liée au contexte actuel, par exemple entre le conflit entre le Hamas et Israël. Et donc il faut prendre le temps et faire attention de ne pas participer sans le vouloir, parfois, à la confusion informationnelle dans laquelle on est aujourd'hui. Alors on a à faire face aussi sur les réseaux sociaux à des images ultra violentes, ultra choquantes. Comment devons-nous réagir face à ça ? C'est très compliqué parce que certains communautés ou certains acteurs internationaux vont pousser justement des images, ou vont essayer de relier des images violentes, mais avec un objectif, disons, de désinformation. Donc ça peut exister. D'autres vont essayer vont partager des contenus absolument
choquants, mais parce qu'ils veulent alerter sur la réalité de ce qui se passe. Donc on est pris un peu dans une ambivalence par rapport à ces contenus en ligne. La première chose à faire, a priori, c'est d'essayer de ne pas trop s'exposer à ces contenus, notamment via les réseaux sociaux. Lorsque c'est balisé et travaillé par les médias sérieux, en général, ils vont flouter, par exemple, certaines images, ou ils vont essayer de couper des images un peu trop choquantes, parce que il peut y avoir un véritable traumatisme issu de l'exposition à certaines images violentes. On a connu ça avec la propagande de Daesh à l'époque, de ISIS, qui partageait des contenus absolument terribles en ligne. Et il faut savoir que parfois, la stratégie notamment de groupuscules terroristes, c'est de traumatiser son auditoire ou les spectateurs. Donc, il faut faire très très attention, notamment si on a des enfants, des jeunes et des mineurs autour de soi, à ne pas les exposer trop à ces contenus. Alors, Tristan Mendès France, depuis le 7 octobre, l'IDS Global, qui est une ONG dédiée à trouver des solutions sur l'extrémisme et la haine en ligne, constate une augmentation de l'antisémitisme en ligne. J'imagine que vous la constatez aussi. Alors pour vous, est-ce en rapport avec le conflit au Proche-Orient ou est-ce que ce conflit finalement n'en est que le prétexte? Oui, alors en fait, ça fait depuis plusieurs années qu'on constate, en tout cas en ligne, une effervescence, une sorte de une effervescence antisémite qu'on a vu d'ailleurs vraiment gonfler de façon assez spectaculaire déjà avec le début du Covid. On a vu une deuxième accélération en ligne avec le début de la guerre en Ukraine et je dois dire que là on assiste à une explosion absolument spectaculaire avec le début du conflit entre Israël et le Hamas. Là c'est clairement, je crois que c'est le symptôme. Dès qu'il y a un événement majeur, planétaire, dramatique, ça peut être parfois même des tremblements de terre, et évidemment avec le conflit israélo-palestinien, on a une irruption de contenu antisémite en ligne. Mais on avait aussi pour le Covid, ce qui est assez déroutant. On n'imagine pas que le Covid est lié à l'antisémitisme, mais pourtant c'était le moment d'une accélération antisémite. Avec juste un exemple, on a vu le protocole des sages de Sion réapparaître de façon assez virale en ligne dès le début du Covid, avec des influenceurs complotistes qui se sont appuyés là-dessus pour essayer de lui redonner une visibilité, ce qui est absolument dingue. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui. Alors justement, vous parliez du conspirationnisme à propos du Covid. Est-ce que les groupes conspirationnistes à propos du Covid, ce sont les mêmes types de groupes que l'on va retrouver sur le conflit du Proche-Orient? En partie, oui. En partie? Oui, en partie. Il y a bien sûr beaucoup d'autres acteurs qui viennent se greffer aujourd'hui sur le conflit entre le Hamas et Israël. Des groupuscules qui étaient soit eux-mêmes profondément antisémites, mais pour d'autres raisons historiques, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ou de milieux, catholiques intégristes qu'on suit, qui sont souvent liés à l'extrême droite. Bref, on a une tradition d'antisémitisme qui préexiste depuis pas mal de temps. Mais on a des acteurs qui effectivement sont issus vraiment de ce qu'on appelle la complosphère covido-sceptique qui est apparu avec le Covid, qui ont simplement changé de sujet. On les a vus embrasser le drame, s'intéresser à la séquence du début de la guerre en Ukraine et qui ont directement basculé, après s'être intéressés au Covid à l'Ukraine, ont basculé sur la séquence Hamas-Israël. Et donc ce sont ces mêmes influenceurs qui participent au bruit et à la confusion informationnelle aujourd'hui à laquelle on assiste en ligne. On a beaucoup vu émerger, Tristan Mendès France, depuis le début du conflit au Proche-Orient, des images générées par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est à la limite? On voit qu'elles peuvent être finalement, on peut sombrer dans la désinformation. Sont-elles dangereuses? Expliquez-nous un petit peu, parce que c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Oui, il se trouve que des applications aujourd'hui facilitent de façon vraiment très significative la production d'images, ce qu'on appelle d'images synthétiques, produites par intelligence artificielle, et c'est vraiment devenu vraiment à la portée de tous. Et ces outils-là peuvent être utilisés, que ce soit pour les images, pour du son, pour de la voix, ou même pour des vidéos, qui peuvent être donc
totalement fausses, créées de façon totalement artificielle et projetées, encore une fois, sur ce marché de la désinformation planétaire aujourd'hui. Donc c'est malheureusement un aspect supplémentaire qui vient s'ajouter à la confusion générale. Mais je dois dire que pour l'instant, si on a effectivement des exemples d'images, de faux sons ou même de fausses vidéos générées par intelligence artificielle, ce qui est terrible, c'est que en fait le problème est que ça jette la suspicion sur les images réelles. On a des cas, on a pu voir en ligne des cas où des vraies images ou des vraies vidéos étaient considérées comme potentiellement fausses parce que les gens se disaient « Ah, mais c'est peut-être généré par intelligence artificielle ». Donc c'est terrible parce que ça jette la suspicion sur du contenu réel et en plus ça peut produire du contenu faux. Donc malheureusement cet aspect-là participe encore une fois à la confusion informationnelle à laquelle on est tous exposés aujourd'hui. Si vous aviez des conseils à nous donner pour nous protéger au mieux sur les réseaux sociaux et notamment sur X, enfin Twitter en ce moment, lesquels vous nous donneriez en premier? La première, c'est que si quelque chose vous semble spectaculaire, si une image vous semble extrême, forte, prenez le temps de ne pas réagir à froid sur le réseau. La réaction naturelle face à des vidéos ou des contenus est parfaitement légitime. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas forcément tout de suite appuyer sur le bouton « je partage ». Garder cette indignation pour soi, ce choc, et prendre le temps d'intérioriser ce que vous avez pu voir. Parce que si vous le partagez sur le feu de l'action, sur la réaction, sur le moment de la réaction affective qu'on peut avoir par rapport à du contenu, il y a une chance plus grande qu'on relaye parfois de l'information décontextualisée, de la fausse information ou qui était mal interprétée. Il faut laisser le temps de baliser l'information et de ne pas réagir de façon épidermique si on le peut. Tristan Mendès France, on le voit et je le vois, je vous suis, notamment sur Twitter. Vous avez un travail dur, compliqué, très anxiogène. Comment vous décrochez? Comment vous vous ressourcez? Alors, en fait, je décroche assez peu. Ouais, j'imagine. Je trouve que je suis depuis une quinzaine d'années ces mouvances radicales. Donc, j'ai le cuir un peu épais, pas uniquement par rapport au contenu que je peux voir. Moi-même, je fais très attention aux vidéos auxquelles je m'expose. Mais je dois dire que c'est assez compliqué notre sujet d'étude, ce sont les radicalités d'extrême droite ou d'extrême gauche, eh bien, on en devient la cible lorsqu'on s'exprime sous son propre nom, notamment, parce que je ne suis pas anonyme en ligne. Et donc, les myriades de communautés, donc il y a un panorama malheureusement assez large de gens qui ne m'apprécient pas, moi et le travail que je fais avec Rudi Reichstadt à l'Observatoire du conspirationnisme. Donc, on est la cible de pas mal de communautés. C'est pas facile, mais encore une fois, on a un cuir épais. Je veux dire, après une quinzaine d'années d'attaques en ligne, c'est terrible à dire, mais je crois qu'on s'y habitue. Alors Tristan Mendès France, avant de vous quitter et de vous remercier, je peux pas m'empêcher de vous poser cette question, parce que je sais, tout le monde sait que vous êtes le petit-fils de Pierre Mendès France, et pour moi personnellement, eh bien, c'est quand même une personne que j'affectionne un peu, beaucoup même sa pensée. Comment vous pensez que votre grand-père aurait réagi en voyant en 2023 la montée d'antisémitisme, ce qui s'est passé au Proche-Orient, ce massacre en direct, ce véritable pogrom qu'on a vécu le 7 octobre? Toujours difficile à dire. Je ne sais pas trop ce que mon grand-père aurait pensé de ce moment, mais je sais ce que lui a vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Et après, lui a été victime d'un antisémitisme absolument abject. Évidemment, je ne parle même pas de son combat contre le régime de Vichy et contre l'armée allemande, lui qui s'est investi corps et âme durant la Seconde Guerre mondiale, mais même après, il a été vraiment la cible de l'extrême droite française dans les années 50, 60, et on a des courriers, par exemple, dans nos archives familiales, d'insultes et de propos qui sont absolument abjects. Et je dois dire que ce que je trouve assez déroutant, c'est que certaines des insultes auxquelles il était exposé dans les années 50, 60, notamment
souvent des termes où on essaie de l'accuser d'avoir changé son nom et qu'il s'appellerait Mendes Israël, par exemple, ou bref, plein d'attaques antisémites. Eh bien, j'en retrouve la trace moi-même. Vous subissez les mêmes. Oui, pour certaines attaques. On m'a appelé plusieurs fois Mendes Israël, ce qui ne me dérange pas. Bon, pourquoi pas. Mais évidemment, l'objectif derrière a une visée antisémite quelque part. C'est donc et donc je retrouve ces mêmes mots parfois pour me qualifier, des mots qui avaient été utilisés pour essayer d'attaquer de façon antisémite mon grand-père. Donc bon, bref, c'est peut-être ces points-là de passerelle, mais pour le reste, j'ai envie de dire, c'est plus un exemple qu'on devrait garder en tête. Exactement. Mon grand-père a été quelqu'un qui s'est battu contre l'antisémitisme, qui en a été victime toute sa vie, et je pense que sa posture serait quelque chose qui serait pas mal de garder à l'esprit encore aujourd'hui en France en 2023. Tristan Mendès-France, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste des cultures numériques et de l'extrémisme en ligne et que vous collaborez à l'Observatoire du conspirationnisme. Merci infiniment pour cet entretien. À très bientôt. CRIF Mag est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours. Bonne soirée sur les 90.5 de la bande FM. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous.